C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver devant vos postes de téléviseurs pour cette émission Grand Angle sur la télé Étoile Jaune. Madame, Messieurs, merci à vous de nous faire confiance. Un procès des 100 jours, quelle analyse faire de la condamnation des Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État. Ça sera donc notre thème de ce soir dans notre dernière rubrique, le décryptage. Bien avant cela, nous allons commencer par l'info en express. Aujourd'hui, nous allons rester un peu sport et pour ça, nous allons recevoir J.R. Sakissa. Après l'info express, ce sera donc le tour de la revue de presse qui nous sera lu ici par Francine Tchonsa Mouansa. Et puis la troisième rubrique, décryptage, avec les invités qui seront avec moi sur ce plateau pour parler du sujet dont je vous annonçais tout à l'heure. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, déjà la première rubrique de cette émission, Info Express, derrière ce carton. Dans Info Express, nous allons parler sport. J.R. Sakissa de retour. J.R. Sakissa, bonsoir et bonne arrivée dans Grand Angle. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les sportifs qui nous suivent à cet instant, surtout les amoureux de ces grands magazines Grand Angle. Exactement. Coronavirus, eh bien, les situations, je dis bien au pluriel, semblent un peu s'améliorer dans différents pays et pour cela se fait concrétiser ou encore se fait voir au travers la reprise de certains championnats européens. Oui, il y a une reprise des 4 grands championnats européens, savoir la Bundesliga, la Première Ligue, des Tyrans et Lazio Rome à la deuxième position avec 62 points. Le spectacle est de retour, dit-on. Ce rendez-vous nous a beaucoup manqué. Qu'en est-il pour le rendez-vous ici chez nous? On attend encore coronavirus ou il y a des mesures qui seront prises par rapport au sport? Oui, la messe est déjà dite pour la saison écoulée. L'on connaît tous que c'est le tout-puissant Mazembe Anglebert qui est sacrée équipe championne. Il sera accompagné en compétition qu'organise la Confédération africaine de football par l'AS V Club en Coupe de la Confédération. Nous allons retrouver Maniema Union et les Daring Club Motema Pembe. Nous souhaitons que le spectacle soit aussi de retour ici chez nous en République démocratique du Congo. Le sport nous unit. Merci beaucoup, J.R. Sakissa, d'être passé dans cette émission. Madame, Messieurs, Grand Angle se poursuit, place à présent à la revue des presses de Francine Tchonsa Mouansa derrière ce carton. Francine Tchonsa Mouansa, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir et merci Pascal Panda. Votre revue de presse s'ouvre avec actualité.cd qui a titré au courant de cette semaine RDC. Le Parlement statue ce samedi sur l'autorisation d'une nouvelle prorogation. Tout à fait, Pascal Mpanga. L'Assemblée nationale et le Sénat ont été en plénière séparément le samedi pour statuer sur une 5e autorisation consécutive de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le projet de loi débattu et éventuellement adopté à l'Assemblée nationale en première lecture et ira au Sénat pour une seconde lecture en cas d'autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours par le Parlement. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, va promulguer la loi et relative tard dans la soirée. La prorogation en cours a expiré le samedi à minuit. La prorogation donc sera probablement autorisée et prendre en cours du 21 juin au 4 juillet 2020. Les deux chambres du Parlement ont d'ailleurs repoussé la clôture de la session parlementaire à cause de cet état d'urgence, a-t-il ajouté ce média en ligne. Nous parlons cette fois-ci de nous-mêmes, ça veut dire des Wango-Info qui a titré au courant de cette semaine. RDC, procès 100 jours, le verdict tant attendu est tombé. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamere, et le directeur général de la société Samibo, Sami Jamal, ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés pour infraction de détournement de 48 millions de dollars américains. Vital Kamere est aussi condamné à 10 ans de non éligible. Le tribunal décide aussi de l'exclusion définitive du territoire national de Sami Jamal. Pour rappel, le président de l'Union pour la nation congolaise avait arrêté le 8 avril dernier et le procès relatif au programme d'urgence de 100 jours, premier jour bien sûr du président de la République Félix Tshisekedi le 11 mai 2020 à Kinshasa.
Et nous allons regarder le même média, Wangu Info, qui a titré RDC au Katanga, la tanière du roi Msiri aux oubliettes. Qu'en est-il? Tout à fait, c'est sur un pic qui s'élève à plus ou moins 2000 mètres de hauteur, se trouvant à Mulunguishi, sur la route nationale numéro 39, à 33 km de Likasi en allant vers Fungurume. De loin, on peut apercevoir une montagne sur laquelle on a planté une croix. Ça, c'est l'œuvre de Barthélémy Robert, le cousin de Spinger, le fondateur bien sûr de l'église méthodiste au Katanga, qui voulait juste immortaliser la tanière du roi Msiri, un lieu touristique méconnu par plusieurs Congolais. Et on termine votre revue de presse avec Okapi.net qui a titré Mbandaka, un premier malade guéri d'Ebola reçoit son certificat de fin de prise en charge. Un premier malade a été déclaré guéri vendredi 19 juin au centre de traitement de la maladie Ebola. Il s'agit de l'infirmier Guy Moma qui a été infecté en plein service alors qu'il recevait son protection. Un des cas enregistrés dans la ville testé positif. Il a été admis le 1er juin au centre de traitement d'Ebola installé jusque-là dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Wangata. Le gouverneur a également félicité la personne guérie pour sa coopération à laquelle, dit-il, a favorisé les succès de sa prise en charge. Et c'est la fin de ce revue de presse. Merci beaucoup Francine Tchonsa pour votre revue de presse. Grand angle, madame, messieurs, se poursuit. Place à présent à la rétrospective de la semaine, mais c'est derrière ce carton que nous propose la réalisation. Rétrospective, elle nous est lue ici par Ben Moulande. Je vous propose de suivre ce qu'a été l'actualité au courant de cette semaine qui vient de s'achever, le fait saillant de la semaine dans cette rétrospective de la semaine. Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous dans ce journal rétrospectif de la semaine qui va vous retracer les actualités allant du 15 au 20 juin 2020 sur les antennes de Wangu Télévision. Le lundi 15 juin, nous vous avons informé que le maire de la ville de Kolwezi a visité les chantiers se trouvant sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila et promet l'inauguration de ce site touristique qui est en train de sortir des terres d'ici la fin de ce mois. Et puis en national, les professeurs de l'université de Kinshasa réclamaient un salaire de $5,000 américains pour les professeurs associés. Aussi, ils exigent que soient publiés les salaires des membres de la présidence, du gouvernement, des parlementaires et ceux de l'appareil judiciaire. Les mardis, les enseignants vacataires œuvrant dans les écoles Jekamine du groupe Ouest dans la province du Lualaba à Kolwezi, sans créer des émeutes, ont lu un mémorandum devant les bureaux de la société civile cadre de concertation pour exprimer leur ras-le-bol. Ces hommes du savoir revendiquent leurs arriérés des salaires de la part de leur employeur, qui est la Jekamine. Toujours le même jour, les trafics entre les Lualaba et le Katanga sera suspendu à partir de ce jeudi 18 juin pour une durée de 5 jours et le port des masques devient obligatoire dans les lieux publics. C'est ce qui ressort de la décision prise par le gouverneur les mardis 16 juin dans une communication avec la presse locale. Le gouvernement provincial insiste sur le port de masques. Il est désormais rendu obligatoire, spécialement dans tous les lieux publics, notamment les arrêts des bus, taxibus et taxis, les hôpitaux, les morgues, les cimetières, les marchés, les magasins. Tout manquement à cette règle sera sanctionné sévèrement. Les mercredis, juste après l'annonce du gouverneur des provinces, Langouma, de Lualabé, dans les ateliers de couture pour l'achat des masques, depuis l'annonce du gouverneur des provinces sur les ports obligatoires des cache-nez dans des endroits publics. Toujours le même jour, le juge Raphaël Liani est décédé des suites d'une hémorragie intracrânienne et des substances toxiques décelées
dans son corps. C'est le résultat de l'autopsie qui a été rendue publique par les vice-premiers ministres, ministre de la Justice, Tunda Kasinde. Il a été ordonné une autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Yani Ovungu. Celle-ci a été faite en 2 étapes. Une autopsie corporelle d'une part et une autopsie des organes internes d'autre part. Il en ressort que le juge Yani Ovungu est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique. L'autopsie a également révélé l'existence de substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Les jeudis, nous vous avons informé sur Wangu Télévision de l'inauguration du nouveau centre de santé de Kasulu situé dans le même quartier, construit sous financement de la commune de Manika, fruit de la redevance minière. C'est le gouverneur de province Richard Mouyaj Manguez-Mans qui a coupé les rubans symboliques en présence d'autres autorités des marques. Et puis la Cour constitutionnelle était en train de se prononcer dans l'affaire qui oppose Jamar Kabunda Kabound et l'Assemblée nationale. Le président ad intérim de l'UDPS est bel et bien déchu de ses fonctions du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis les vendredis, nous avons été dans les Haut-Katanga pour vous faire découvrir la tanière du roi Moussiri, se trouvant à Bulungwishi, à 160 km de Kolwezi sur la route numéro 39, qui est dans les oubliettes. Pourtant, c'est un site touristique de la République démocratique du Congo. Les mêmes vendredis, les membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs, ainsi que les présidents de cette chambre, Alexis Ntambwe Mwamba, ont rendu un dernier hommage au sénateur Pierre Lumbi, décédé à Kinshasa le dimanche dernier. Et puis les samedis, chaque 20 juin de l'année, le monde entier attire son regard sur les réfugiés avec pour objectif de commémorer et rendre hommage aux personnes qui ont dû fuir pour avoir des droits de vivre en sécurité. C'est le maître de Nakambola. Il revient à un pays de protéger les réfugiés qui se trouvent dans d'autres pays. Toujours les mêmes samedis, les procès opposant Vital Kamerhe et consorts vient de prendre fin. Les verdicts a été rendu. Vital Kamerhe, mais aussi Sami Jamal, ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés, mais aussi 10 ans d'éligibilité pour Vital Kamerhe. Après les jugements, les réactions ont fusé de partout dans la classe politique de la province du Lualaba. Mesdames, Messieurs, c'était votre rétrospective de la semaine qui est revenue sur les actualités allant du 15 juin au 20 juin sur les antennes de Wangu Radio-Télévision. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Restez toujours sur nos antennes. Nous sommes de retour après donc la rétrospective des Ben Moulon de Madame, Messieurs, procès des 100 jours. Quelle analyse faire de la condamnation de Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État? Eh bien, les invités sont avec moi sur ce plateau. Vous allez découvrir juste après ce premier élément que nous allons prendre. Mais je sais quand même à ce que nous avons pris le soin de pouvoir contacter le responsable de l'INC dans la province du Lualaba. Eh bien, en dernière minute, ils ont décliné l'invitation. Nous allons contacter M. Crispin Saloumou. Allez, c'est parti déjà avec donc c'est cette troisième et dernière rubrique de cette émission, c'est décryptage derrière ce carton. Ils sont avec moi sur ce plateau. Momo Moulapou pour les comptes du Front commun pour le Congo. Bonsoir et bonne arrivée. Merci, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci également Maître Olivier Achi Mwanga pour les comptes de la Moukaïli du MLC. Maître Olivier, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, merci.
Directement, Madame Michaud, nous allons commencer ce débat. Mais bien avant, je vous pose d'abord cet élément en rapport avec la condamnation de monsieur Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État. Regardez cet élément pour avoir un peu plus de précisions par rapport donc, à ce qu'a été ce verdict. De la police nationale congolaise. Ils font leur entrée dans la cour, ils prennent possession des différents dossiers. Ça peut nous prendre 10-15 minutes, le temps de revenir et prendre place sous la tente et évidemment commencer avec l'audience de ce 20 juin 2020, Mathieu Moudibango. Ndoukwanga Cédric Nina, Jassor. Joseph, avocat même Bao. D'Ngalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Ngalema, à Kinshasa, pour une valeur de $100 000 américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo Israël et Ousmane Israël les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées ci-haut. Le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, et le directeur général de la société Samibo, Sami Jamal, ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés pour infraction des détournements de 48 millions de dollars américains. Vital Kamerhe est aussi condamné à 10 ans de non-éligibilité. Dit établi, en fait et en droit, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 millions 831 148 000 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamerhe Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. Le tribunal décide aussi de l'exclusion définitive du territoire national de Sami Jamal. Pour rappel, le président de l'Union pour la nation congolaise avait été arrêté le 8 avril dernier et le procès relatif au programme d'urgence des 100 premiers jours du président de la République Félix Tshisekedi a débuté le 11 mai 2020 à Kinshasa. Et nous sommes de retour sur ce plateau avec mes deux invités. Je commence avec vous, Maître Olivier Chimonga. D'abord, dans votre casquette de juriste, quelle analyse vous faites du déroulement de ces procès depuis le début jusqu'au verdict qui est tombé hier samedi? Merci beaucoup pour cette question. Nous avons suivi avec attention ces procès parce que c'est un procès vraiment historique. C'est une fois, je crois, sauf erreur de ma part, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qu'un haut cadre ou un homme en fonction et à ce niveau-là puisse être devant la justice. C'était vraiment historique et le peuple attendait la décision. Par rapport au déroulement du dossier, c'est vrai. Dans chaque œuvre humaine, il y a toujours eu des imperfections. Enfin, les imperfections, quelles sont les imperfections? Vous avez détecté quelles imperfections pendant les déroulements de ce procès? Bon, pour moi, ce que j'ai constaté, je puis constater que d'abord, l'enquête, on a eu à aller un peu trop vite. Il a fallu prendre beaucoup de temps. Au niveau de l'instruction d'abord, il a fallu prendre beaucoup de temps et réunir tous les éléments possibles et enfin de continuer avec le dossier. Et nous avons vu aussi pendant les audiences, à quoi bon aller jusqu'à 22h, 23h? Ce n'était pas important, ce n'était pas une flagrance. Ils avaient tout le temps. Apparemment, c'est comme si les juges étaient subordonnés à un calendrier. Il y avait quelqu'un qui attendait un jugement. Donc, tout ça. Donc, même le juge s'est fatigué. Même le conseil s'est fatigué. Donc, s'il vous plaît, Maître Olivier, vous voulez nous dire que le temps est donc est un élément majeur dans le déroulement ou dans l'exécution. Oui, parce que si on prendrait beaucoup de jours, est-ce que les juges ne seraient pas influencés par un quelconque camp politique? Non, le temps n'a pas d'influence sur le juge, parce que le juge lui-même laissé lorsqu'il a prêté serment, il n'a qu'autorité, c'est la loi.
Au-dessus du juge, il n'y a personne, ni président, ni quoi que ce soit. Il n'y a que la loi et le juge ne fait que dire le bon droit. Donc, il a fallu quand même donner du temps, le temps de réflexion, même du repos. Et une chose aussi, j'ai constaté dans ce procès, le jour de plaidoirie. Normalement, on ne pouvait pas forcer à la partie défenderesse de plaider, parce que nous savons tous que le droit de la défense est sacré. Lorsque le conseil vous dit « nous ne sommes pas prêts », pour aujourd'hui, il a fallu donner juste un petit temps, même le veille, au lieu de forcer les gens. C'est comme si donc tout ça, ça commençait à donner quelque chose d'inquiétante par rapport à l'aboutissement du dossier. Il a fallu mettre tout le monde à l'aise et donner aussi la défense aussi par rapport la défense aussi dans une position là de confiance. Et non seulement ça, et la défense a eu à soulever certaines questions, certaines exceptions. Normalement, ces jours-là, le juge devrait répondre. Le juge, normalement, devrait répondre. Soit il prend la décision délibérée pour répondre sur les exceptions. Nous allons y arriver, maître. Qu'est-ce que vous avez apprécié des positifs dans ce procès? Bon, des positifs que j'ai appréciés dans ce dossier, c'est la sérénité avec laquelle les juges ont eu à mener les audiences. Et ce qui est vrai, les juges ont eu une pression, non seulement de certaines personnes au cadre, même de la population, même de partisans, les fidèles au président INC. Ça, c'était une pression terrible, mais les juges... Voilà pourquoi peut-être que les juges ont aussi estimé qu'il fallait aller vite, vu que la pression était aussi... Non. Il faisait que monter chaque jour. Chaque jour qui venait il était encadré, il était sécurisé par la police, il était quand même dans de bonnes conditions. Je ne pense pas, mais ce qui est vrai, les juges étaient dans une grande, forte pression, parce que les juges étaient face à l'histoire de la République, parce que c'était une première personne d'IRCAP du président de la République, et le président de la République en fonction se retrouvait à ce niveau-là face aux juges. Et vous, les juges, vous voulez dire le droit devant quelqu'un qui peut revenir, parce que là, il a encore une possibilité d'introduire des recours. On ne sait pas là où ça va aller, si on va la quitter ou pas. Merci donc beaucoup, ça a été aussi une pression terrible sur les juges. C'est là où je disais que les juges devraient réellement dire le bon droit, et même sa conscience, il sera à l'aise par rapport à sa conscience. Merci, maître Olivier. Momo Moulapou, Vital Kamere, enfin condamné, des choses qu'on n'a pas vues quand même en RDC, surtout que vous avez été au pouvoir pendant 18 ans. Quelle lecture vous faites de cette condamnation? Est-ce qu'on peut déjà directement applaudir que vraiment la lutte contre la corruption est en marche, et l'état des droits en marche en RDC? Il faut d'abord dire ici que les personnes haut placées qui quittent les fonctions officielles pour la prison ou pour être devant les magistrats, c'est pas un fait d'aujourd'hui. Seulement, on en a vu pendant le règne de Kabila. Oui, il y avait des ministres qui allaient en prison, des généraux ont quitté. Je vous rappelle ici que l'auditeur général, j'ai oublié celui qui avait conduit le procès du Raïs Laurent Désiré Kabila. Voilà, allez-y. Ouais, il est mort en prison. Il est parti du piédestal d'auditeur général de l'armée à la prison et il est mort dedans. Il y avait des vice-gouverneurs. Non, revenons à ma question. C'est devant les faits. Aujourd'hui, nous avons eu une première chose, c'est qu'il y a eu un procès public de quelqu'un, excusez-moi le terme de téméraire, parce qu'en fait la publicité liée à ce procès, peut-être le maître ne l'a pas relevé, elle a été demandée par monsieur Vital Kamere. Donc, oui, parce qu'il savait qu'il était innocent, peut-être. Il croyait que tout ce qu'il avait fait comme machination était indémontable et que c'était blanc, neige. Malheureusement, le juge a eu le temps de faire son travail correctement et pressé par la soif du pays, enfin d'en découdre avec quelqu'un qui disait qu'il pouvait tenir
tête face à tout un Congo de près de 80 millions d'habitants. Malheureusement pour lui, il a été terrassé par les lois de la vérité, par les lois de la justice. Mais je ne suis pas quand même, responsable de cela. Jusque-là, il y a une certaine opinion qui pense que Vital Kamerhe est condamné sans que les juges n'apportent des faits, des preuves concrètes. Moi, je crois qu'il faut retenir qu'il y avait la fraude, la corruption et le détournement. Quand vous mettez le détournement avant, vous allez demander comment ça s'est fait. Mais quand vous mettez la fraude devant, vous comprenez. Moi, je vous dis. Lui-même l'a dit, il n'y a nulle part où on a retrouvé la signature de Vital Kamerhe. C'est justement ça la fraude et la corruption dont on a parlé. C'est la capacité à tout faire bouger, tout faire marcher au nom du chef de l'État pour son intérêt. C'est ça que le juge a condamné. On n'a pas condamné le fait que Vital Kamerhe ait signé. On a signé cette capacité terrible de mettre en marche toute une machine étatique pour se servir soi-même. Je peux vous dire, les jeunes gens qui nous suivent, qui ont leur téléphone Android, ils n'ont qu'à entrer sur Internet, demander le prix des maisons de cette cabine là-bas, 2, 3 chambres à coucher, ils trouveront 4, 5, 6 000 dollars. Mais on est parti de 3, 4, 5, 6 000 dollars à 38 000. Mais mon frère, quand même. Donc pour vous, il y a eu surfacturation dans la tarification des... Vous commencez à comprendre un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en réalité, d'après ce que les juges nous ont expliqué tous à la télévision hier soir, c'est qu'en réalité, il n'y a eu que 8 millions, si pas 9 millions qui sont allés en Turquie pour tous les rendus de toutes les 1500 maisons. Et à partir de là, tout le reste là, les 48 millions dont on a parlé là-bas, n'étaient que ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Maître Olivier, ne voyez-vous pas que, je ne sais pas, de votre côté, Vital Kamerhe n'est-il pas vraiment victime d'un acharnement politique? Est-ce qu'il n'y a pas l'enjeu 2023? Vous savez, tout ce temps ici, la population ont toujours voulu que la justice puisse jouer son rôle. Et nous tous, que ce soit de l'opposition et même de la société civile, nous avons toujours voulu... Même la majorité, nous voulons la justice. Nous avons toujours voulu que la justice fonctionne normalement. Aujourd'hui, c'est trop tôt de dire que... il y a eu politisation de cette affaire, acharnement. Nous attendons voir la réaction, la suite de la justice, parce que ce n'est pas le seul dossier qu'on a eu à dénoncer devant la justice. Il y a beaucoup de dossiers qui sont pendant devant la justice. Nous voulons voir que la justice aille jusqu'au bout. Il y a beaucoup les dossiers de la Gécamine, il y a les dossiers de Bukangalonzo, il y a plusieurs dossiers pour lesquels nous voulons que la justice continue. Donc aujourd'hui, dire seulement que c'est la politisation, là c'est trop dur. On refusait que ce n'est pas la politisation, là c'est aussi dire, là je suis un peu prudent. S'il vous plaît, Maître Olivier, quand vous parlez par exemple du projet Bukangalonzo qui ne concerne pas le quinquennat de Félix Tshisekedi, vous voulez dire quoi par là? La justice n'est pas limitée par rapport au quinquennat ou quoi. Non, la justice est liée par rapport aux faits. S'il y a un fait qui a été dénoncé devant la justice, ce que je parle, parce que ce sont des faits qui ont déjà été dénoncés devant la justice, mais nous n'avons jamais vu aucune action. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons récemment ici, nous avons vécu l'affaire de la Gécamine avec 200 millions de dollars. On ne sait pas, le dossier est à quel niveau. C'est là où nous voulons voir maintenant réellement la justice agir et la justice éclairer éclairer la population. D'ailleurs, dire que Kamerhe a été victime, moi je pense que à un certain moment, avec ce que nous avons vécu et ce que nous avons vu pendant ces dossiers, Kamerhe ne pourrait pas mourir seul avec Muhima. Ça veut dire quoi? C'est une chaîne. De par le projet lui-même. Mais oui, mais le juge n'a pas pu montrer que Kamerhe, il y a une chaîne derrière Kamerhe. De par le projet lui-même, le projet de 100 jours, c'est un projet inconstitutionnel. C'est un projet qui a violé la loi. Et ce projet-là, c'est un projet du président Félix Tshisekedi. C'est bien dit, ce n'est pas le projet de Kamerhe seul. C'est un projet d'abord, parce que c'est lui qui dirige la politique de la gestion du pays, du programme du gouvernement. C'est le Premier ministre.
À ce temps-là, on n'a pas encore un Premier ministre. C'est ça l'argument. Fallait-il que le président de la République croise les bras parce qu'il n'y a pas un Premier ministre? Mais là, il a fallu violer la loi où nous sommes. Parce que c'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Et lorsqu'un projet est accepté devant le Parlement, c'est en se conformant au budget. C'est en tenant compte du budget. Donc tous ces paramètres-là n'ont pas été pris en compte. Tous ces paramètres-là n'ont pas été pris en compte. Vous voyez déjà que le départ a été mauvais. Et on vous dit, le ministre était démissionnaire, mais c'est le même ministre qu'on a utilisé pour décaisser l'argent. Vous voyez que mais on les a écartés. Merci. On les a écartés pour ce qui concerne la gestion de l'argent. Mais s'il faut décaisser, il faut utiliser un ministre démissionnaire. Merci et nous avons vu même le discours du président de la République dire j'ai donné des ordres, des instructions, qu'on accélère. Donc Kamere n'est pas seul dans ce dossier. Je pense, c'est pourquoi j'ai dit au début qu'il y a eu précipitation dans l'enquête. Merci beaucoup. Il a fallu qu'on va un peu petit à petit. Je reviens à vous. Moulapou, pour Maître Olivier, il y a toute une chaîne. Parce que, c'est vrai, c'est un projet du président de la République, pas un projet du directeur des cabinets quand même. Voilà, je crois que si le président a commis des fautes, il y a des instances pour le président. Donc il faut que l'on se mette dans la peau du juge du tribunal de grande instance qui a géré le dossier Kamere au niveau du tribunal de grande instance. C'est vrai qu'il est possible qu'on inquiète, qu'on pose des questions au président de la République, qu'on inquiète les premiers ministres, comment lui qui ne réunissait pas le gouvernement, il pouvait autoriser à ses ministres de poser des actes régaliens d'autorité. On peut poser des tas de questions à des gens, mais pour que ces questions aient une certaine validité, il lui fallu qu'il y ait ce premier acte qui pose maintenant le problème de manière officielle. Il y a eu un projet qui a été inconstitutionnel, c'est-à-dire le projet de 100 jours. Il a été inconstitutionnel et dedans là-bas, quelqu'un a profité pour se servir. Allons-nous simplement punir l'agent qui en a profité ou allons-nous punir et l'agent qui en a profité et les commanditaires du projet qui aura été inconstitutionnel? Ça, c'est une deuxième manche. Mais la première manche qui officialise le crime, c'est d'abord le travail formidable des juges qui envoient un signal sérieux à tous qui sommes fonctionnaires de l'État, à tous qui sommes représentants d'une certaine autorité de l'État, afin que nous comprenions qu'il n'est pas bon que ces pratiques continuent. Parce que si monsieur a pu faire ce qu'il a fait en toute quiétude, c'est parce qu'il a cru que ça allait aussi passer comme autant d'autres dossiers qui se seraient passés avant. Il se croyait encore être dans l'ancien régime. Non, pas dans l'ancien régime. Lui, il se croyait expert par rapport à la situation en présence. Merci beaucoup, Momo. Parce qu'il a présenté lui-même un discours politique de campagne selon lequel c'était la lutte contre les antivaleurs. Alors on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a parlé du discours de lutte contre les antivaleurs que lui-même soit le premier à organiser une très très grossière arnaque qui nous fait regretter tous. Merci en tant que Congolais. Merci Moulapou. Madame, messieurs, en fait ce débat se poursuit sur ce plateau. Je vous propose d'abord ces propos qui ont été recueillis par Patient Kabamba Parker. Ce sont des réactions vraiment à chaud, qu'elle est prise quelques minutes juste après le verdict de Vital Kamerhe. Il est déjà condamné, c'était prévisible puisqu'il fallait l'écarter, ne pas lui donner qu'il ne puisse plus avoir le droit de voter ou le droit d'être élu. C'était prévisible. Mais je sais que comme il y avait déjà un problème, il y avait déjà une avance avec la Cour constitutionnelle, je pense qu'il y aura toujours d'interjection à la Cour d'appel pour qu'il puisse renforcer son... comme il continue à plaider son innocence. Aujourd'hui, il était détendu, il était en train de sourire. Quand on parlait, il souriait toujours. C'est pour dire qu'il est détendu, il ne se reproche pas de quelque chose. Bon, je pense que ce sera l'interjection de la Cour à la Cour constitutionnelle. L'INC va continuer à exister, mais ça devient hypothétique. On a donné la chance aux autres adversaires politiques de bien faire
leur jeu. C'est surtout un procès qui a pris un caractère pédagogique pour relever les aspects selon lesquels, lorsque vous êtes responsable, mandataire ou responsable dans une certaine structure étatique, il y a des normes à respecter par rapport à la prise de décision. Aujourd'hui, M. Vital Kamerhe, M. Jamal et M. Bohima sont condamnés. Nous pensons que ce n'est que justice. C'est les prémices de l'état de droit. Moi, je ne dirais pas que c'est déjà un état de droit, parce que beaucoup de gens veulent confondre l'état de droit par rapport à ce procès. C'est un procès qui a eu les hauts et les bas, un procès à plusieurs rebondissements, mais au fond, le droit a été dit. La leçon, c'est que les biens publics doivent être gérés comme un bien public, à la différence des biens privés. Il faut éviter l'enrichissement illicite. Il faut éviter de considérer que lorsqu'on a les pouvoirs, on devient intouchable. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Maître Olivier Chimwanga, en 1 minute, réaction par rapport à ce propos. Bon, j'ai suivi les propos. Bon, c'est leur avis, je les respecte. Mais c'est que nous avons retenu que le juge a été convaincu, il a motivé son jugement. Et je crois Vital Kamerhe et ses conseils vont interjeter appel. Nous attendons la suite. Mais personnellement, ce que j'ai encore retenu dans ces procès, que comme je l'ai dit précédemment, que au niveau national, nous avons un problème de l'administration au Congo. Aujourd'hui, si nous voulons que le Congo puisse se développer, puisse aller de l'avant, nous devons commencer par l'administration à tous les niveaux. Vous voyez avec la société Samibo, une société qui n'existe que des noms, qui n'a pas de siège, il n'y a que 2 personnes. Mais c'est une société qui a eu à gagner un marché où il y a eu des millions de millions. Une minute, comment vous analysez le comportement du juge? Pour une certaine opinion, les juges ne faisaient que référence à une jurisprudence datant des 1970 et 80. Bon, c'est la motivation du juge. C'est la motivation du juge. Le juge lui-même, je crois, il a motivé par rapport aux jurisprudences, par rapport aux témoignages. Bon, c'est ce que lui-même. Maintenant, là, il appartient maintenant au parti qui n'accepte pas ce jugement d'interjeter appel. Aujourd'hui, c'est très tôt de dire que le juge n'a pas raison. Le juge, lui, a dit ce que lui, il estimé comme juste pour rendre justice. Il a fait son travail et il est dessaisi. Et maintenant, il appartient aux instances supérieures de voir on va réformer la décision de juge. Mais ce qui est vrai dans le dossier, d'abord, c'est un grand dossier. Moi, en tant que maître, je peux dire certaines histoires, mais je peux être à côté. C'est pourquoi j'ai beaucoup de réserves, parce qu'il y a plusieurs pièces dont je n'ai même pas connaissance. Donc, c'est un dossier que nous avons suivi comme tout le monde. Mais c'est que je n'ai pas été d'accord par rapport à la décision du juge. C'est l'effet de motiver, l'effet de motiver pour ce qui concerne l'exception là d'inconstitutionnalité. Normalement, ce n'est pas lui, il n'est pas le juge de cette exception-là. Le juge naturel de l'exception d'inconstitutionnalité, c'est le juge de la Cour constitutionnelle. Merci. Donc lui ne pouvait pas. La Constitution dit seulement qu'il sursoit à statuer. Il n'a pas de commentaires, mais il a donné des commentaires, il a motivé. Maintenant, je ne sais pas, il n'a même pas donné une loi sous bassement, mais il a fait mention à l'article 162, et pourtant cet article le oblige. Lorsqu'il y a une exception soulevée dans ce sens-là, il n'a qu'à surseoir en entendant ce que la Cour constitutionnelle puisse se statuer par ça est terminé et on lui renvoie encore le dossier pour continuer. Mais il a rejeté cette exception. Bon, je ne sais pas, parce que le droit, c'est une forêt. Merci. Mais pour moi, j'ai dit que le juge est allé au-delà. 20 ans des travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité. Est-ce que ce n'est pas très fort, cette sentence? Non, mais je commence d'abord par la lecture des avis de nos frères qui ont parlé. Je dis... je crois que si Vital Kamerhe, malgré l'agenda caché, supposé de certains de le massacrer, n'a pas mis la main dans le plat, on ne l'aurait pas eu.
il n'aurait pas donné lieu à ceux qui le recherchaient la possibilité de l'avoir. Et je crois aussi que déjà, il a dit devant la cour que dès par tout ce jour, il avait déjà assez de moyens pour vivre lui et sa famille. Donc rien n'est motivé ce qui a été présenté par les juges. Alors, par rapport à votre question, de 20 et 10 ans, je crois que cela dépend. Si les gens espèrent qu'un jour, l'éthique doit être le moteur aussi de notre vivre ensemble, le moteur de notre développement, il doit être aussi ancré sur les valeurs éthiques. Alors à ce moment là-bas, ce qui a été dit, et comme l'a dit le deuxième intervenant de votre micro-baladeur, cela a une valeur pédagogique. Et enfin, je vais terminer par dire à Maître Olivier, malheureusement, je crois qu'il n'a pas peut-être assez suivi ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu justement une requête d'inconstitutionnalité telle qu'il l'a présentée par la partie Camille. Il y a même eu un greffier de la Cour constitutionnelle qui a demandé que le dossier leur soit rendu. Il y a eu une réaction du président de la Cour constitutionnelle qui a dit qu'il n'était pas question qu'on arrête les jugements, parce que même dans leur jugement, 72 heures avant celui du dossier Vital Kamerhe et Samy Djama, la Cour constitutionnelle a encore répondu à cette même question en disant que l'infraction là-bas, ou plutôt la peine de travaux forcés est différente des travaux forcés tels que vécus dans la vie de tous les jours, où quelqu'un peut prendre quelqu'un et le forcer à travailler. La peine, c'est la peine. Donc, la question là-bas d'inconstitutionnalité, telle que l'a dit le juge, était motivée par une décision de la Cour constitutionnelle prise 72 heures avant et signifiée à ce même tribunal par le biais de son greffier, à la suite d'une lettre qui est arrivée 24 heures avant le prononcé du jugement. Je crois qu'il y a un sujet à débat là-dessus. Merci beaucoup, Maître Olivier. Cette condamnation, n'est-ce pas là un certificat de décès politique de Vital Kamerhe? Bon, c'est trop dur de dire que c'est un décès politique. Il a encore la vie. Hein? Aussi longtemps que Dieu lui prêtera vie, il peut encore revenir d'une manière ou d'une autre, servir son pays, parce que ce qui est vrai, c'est la sanction est sévère. C'est presque 30 ans. 30 ans presque. La sanction est sévère. Je crois, si Dieu lui prête vie, il continuera à servir le pays d'une manière ou d'une autre. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'UNC, mais aussi l'avenir du cap pour les changements? À ce niveau aussi, la coalition est vraiment fragilisée. Ce qui est vrai, cache. Avec la condamnation du président de l'INC, la coalition cache est vraiment fragilisée, affaiblie totalement. Il s'agenouille totalement devant l'FCC. Et l'FCC prend maintenant les dessus. Parce que l'FCC avait déjà les dessus. Maintenant, il vient de prendre le dessus. Parce que nous allons voir les conséquences d'ici là. Il y aura des méfiances par-ci par-là entre INC et IDPS. Donc le restant de jours au pouvoir de Tshisekedi risque d'être compliqué. Moi je pense que ça risque d'être compliqué. Et ça ne risquera pas d'être compliqué aussi longtemps que l'IDPS sera au genou devant IFCC. Ça va le compliquer si IDPS va continuer à tenter de faire du n'importe quoi. Merci beaucoup. Et par rapport à l'avenir de l'INC, je pense que l'INC va suivre l'exemple de notre parti MLC. MLC a subsisté pendant 10 ans. Notre président a été détenu en prison. Même si vous avez perdu aussi beaucoup d'éléments dans le MLC. Quand même, nous avons subsisté. Et je suis confiant que dans l'INC, il y a des intellectuels, il y a des hommes fidèles, il y a des hommes loyaux. Ils vont se battre, il faut continuer afin que la vision de Vital Kamerhe se matérialise même en eux, au lieu de se disperser. Momo Moulapou, on peut dire déjà côté FCC, on peut déjà se frotter les mains. L'adversaire en face est un peu fragilisé. Non, le FCC n'est pas impliqué de près ou de loin dans ce procès. Personne n'a dit que vous êtes impliqué. Il découle des mauvais choix de notre actuel président,
dès qu'il a été élu, le président Joseph Kabila nous a donné l'ordre de nous mettre à disposition du pays et du président en fonction afin de l'aider à réaliser un quinquennat merveilleux. Malheureusement, le président Félix Tshisekedi, je rappelle ici en passant que le président Joseph Kabila, il est issu d'une lignée de personnes orthodoxes, pas des personnes qui se plaisent à faire n'importe quoi. En tout cas, ça c'est vous qui le dites, Momoulapou. Je le dis et je le répète. Quand vous parlez de l'orthodoxie, je reviens ici. Je peux vous dire, vous citer à titre d'exemple, qu'au fils du commandant suprême de l'AFDL, alors général dans cette armée de la FDL. Oui, c'est bien beau. Nous avons vu la gestion des 18 ans. Laissez-moi juste une seconde pour dire. Rapidement. Il avait tous ses atouts là-bas, mais Joseph Kabila se mettait en botte. Au même niveau que tous les soldats de la FDL. Donc ce n'est pas quelqu'un qui cherche la vie de luxe comme on a vu certains qui sont devenus riches seulement en 2019. Non, s'il vous plaît, nous avons vu aussi du temps de vos 18 ans de règne. Comment vous je parlais de Joseph Kabila, le leader. Oui, comment alors, j'étais en train de dire, le président Félix Tshisekedi seul est arrivé au pouvoir, a commencé par libérer les gens qui avaient des dossiers. Tel a été arrêté pour ceci, pour cela. Il a libéré pour des raisons de décrispation politique. Oui, des gens qui n'ont jamais été condamnés jusque-là, qui étaient détenus, la plupart. Non, pas la plupart. Il y a des gens qui avaient des dossiers bien ficelés, jugés, condamnés, qui ont été libérés pour des raisons politiques. Maintenant, nous demandons, nous, au niveau du FCC, maintenant que sous lui, on en arrête, on en condamne aussi. Mais oui, c'est va-t-il les libérer? L'état de droit. Non, mais c'est différent. Non, mais l'état de droit a toujours été dans nos lois. Les juges ont toujours été libres. Maintenant qu'on en condamne et que l'on l'incarcère durant sa période. Pour des raisons de décrispation politique, va-t-il libérer Vital Kamerhe? C'est ça la bonne question. Parce que lui, il a dit que au nom de la décrispation politique, même ceux qui ont violé les femmes, les enfants, les filles, qui ont volé, qui ont tué, qui ont fait... Non, c'est ce que je dis. C'est ce que le président Tshisekedi avait fait en arrivant au pouvoir. Il a libéré tout le monde au motif de décrispation politique. On est d'accord. Maintenant que sous son mandat, la justice vient de récidiver et elle a condamné quelqu'un pour corruption, avérée pour corruption, ceci, cela, il lui appartient à lui d'aller en instance et de démontrer le contraire. Maintenant que cela arrive, que va faire le président Tshisekedi? Va-t-il décrisper en libérant celui que tout le monde considère désormais comme voleur? Merci Momoulapou. Nous allons déjà chuter avec cette émission en 1 minute. Maître Olivier Chimwanga, comment vous entrevoyez la suite des événements politiques au sein de la coalition, même au sein du pays? Bon, au niveau du pays, ce pays ne peut se développer qu'avec la justice. Nous allons encourager la justice de travailler comme il le faut, de travailler dans l'indépendance pour l'intérêt de notre pays. Si nous sommes arrivés à ce stade ici, c'est parce que la justice à un certain moment a failli, c'est parce que la justice a travaillé sous pression, subordination, recommandation, tout ça, dictat, tout ça. Mais je pense que... Même si l'autre camp ne l'a jamais reconnu. Non, nous avons vécu, même un aveugle a vu comment LFCC a joué avec la justice. Même un aveugle a vécu. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, on vous fourmente des dossiers, tout ça. Même un aveugle a vécu pendant ces 18 ans, a vu, même un aveugle. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à chercher des lunettes, que l'FCC a instrumentalisé la justice. Et je crois, nous voulons que la justice puisse s'élever, parce que la Bible dit c'est la justice qui élève une nation et pas une justice sélective. Donc c'est une justice qui concerne tout le monde, que vous allez constater que nous allons nous développer. Nous, on est quand même, on est en train d'observer, de voir la justice comment va se développer, et nous sommes derrière la justice, que la justice fasse son travail, afin que notre pays soit développé et qu'il n'y ait personne au-dessus de la loi. Vous allez constater que nous serons dans une bonne voie. Merci beaucoup, Maître Olivier Chimwanga. Je rappelle que vous êtes donc secrétaire fédéral du MLC Parti cher à Jean-Pierre Bemba, membre de la coalition Lamouka. Momoulapou, Front commun pour le Congo, en 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de ces procès? Voilà, je crois que, comme je venais de le dire, que quand on croit que la justice ne fonctionne que quand elle est manipulée ou elle est mise en action par vous, c'est ce qui va arriver.
On voit, je suis sur le plateau avec mon frère éco-débatteur du MLC qui oublie que dans ce pays ici, le chef de file de son groupe a créé une rébellion. Non, s'il vous plaît, non, laissez-moi une certaine liberté. Mais vous venez de parler, que votre leader, même votre autorité morale était rebelle. Pourquoi vous ne voulez pas que je sois libre? Même votre autorité morale était rebelle. Vous venez de dire ici qu'il portait des bottes, non? Laissez-moi une minute. Une minute. Voilà, une minute, je vous laisse une éternité. Alors, je disais ceci. Quelqu'un qui a perdu les élections a pris les armes pour tuer des Quinois et des Congolais. C'est pas notre débat de ce soir, Momoula. Et aujourd'hui, ceux qui ont dit que nous, on a manipulé la justice, ils sont arrivés à recourir au même juge. Je rappelle qu'aucun juge n'a été remplacé, chassé ou à qui on a remis un dossier. On a ouvert une action disciplinaire pour dire que rien, et ce qui a été fait a été mal fait. Non. Merci Momoulapou. Tous les juges sont les mêmes. Donc ce pays, si nous voulons qu'il soit réellement juste, il faut qu'on apprenne à faire confiance aux instruments étatiques que nous avons. Merci. Et la justice vient de rendre un verdict. Il n'appartient pas aux uns aux autres de dire que ce que la même justice a dit hier était faux. Aujourd'hui, ça devient vrai parce que c'est mon oncle qui est devenu président de la République. Merci, ça, c'est ce qui crée des problèmes dans ce pays. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, madame, messieurs. Procès des 100 jours. Quelle analyse faire de la condamnation de Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État? C'était là donc notre sujet de ce soir avec deux invités sur ce plateau. Momoulapou pour le compte du Front commun pour le Congo, Maître Olivier Tshimanga pour le compte des Lamou. Et je rappelle que nous avons aussi invité, donc l'UNC qui devait être représenté sur ce plateau par Crispin Salomon. Même malheureusement, dernière minute, Crispin Salomon ne s'est pas présenté à l'émission. Merci beaucoup à tous qui nous avaient suivis depuis le début. On se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.